Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur l'antenne de KTO pour ce Mardi des Bernardins, une émission enregistrée comme toujours en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Au menu de ce soir, musique et transmission, un thème directement en lien avec ce qui se passe ici depuis octobre 2010. En effet, depuis la rentrée et jusqu'en avril prochain, le Collège des Bernardins propose une série de soirées consacrées à la musique et à la transmission. Lors de ces soirées du cycle musique et transmission, différentes formules se succèdent autour d'un objectif commun, favoriser une démarche de médiation auprès d'un large public, d'un public toujours plus large. Alors notre soirée s'inscrit à sa manière dans la continuité de ce projet. Nous allons durant 52 minutes interroger divers aspects de ce thème de la transmission dans le domaine musical. Quelques mots-clés pour cette soirée: éducation, enseignement, relations publiques, politique, amateur, professionnel ou encore convivialité et bien sûr fête. Alors à mes côtés pour en parler, Marc-Olivier Dupin, bonsoir. Bonsoir. Alors Marc-Olivier Dupin, vous êtes compositeur et parallèlement à cette activité, vous avez exercé de nombreuses responsabilités. Vous avez notamment dirigé le Conservatoire national de musique et de danse de Paris de 1993 à 2000. Puis pendant 2 ans, vous avez été conseiller musique à la mission de l'éducation artistique créée par Jack Lang. Ensuite, de 2002 à 2008, vous avez dirigé l'Orchestre national d'Île-de-France. Enfin, en septembre 2009, vous avez rejoint la Maison Ronde en tant que directeur de France Musique et directeur de la musique. Alors, la musique, dans la Maison Ronde, c'est 2 orchestres symphoniques, un chœur, une maîtrise, soit environ 400 musiciens professionnels, hein, c'est bien ça. Vous venez de quitter ce poste en février dernier et puis j'avais envie de présenter au public ces 2 ouvrages publiés par votre propre maison d'édition, Tsipka Dripka. Le premier, Petit secret de musicien pour réussir examen et concours, et le passionnant Écoutez, c'est très simple pour une autre éducation musicale. J'aimerais juste que vous nous expliquiez la raison de ce titre. Écoutez, c'est très simple. C'est une raison à la fois musicale et personnelle. C'est dans ma lointaine jeunesse des moments où j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Boulez comme chef d'orchestre quand j'étais étudiant en alto. Et dans ces répétitions, quand nous étions confrontés à des difficultés qui étaient grandes, et surtout pour l'étudiant que j'étais, Boulez avait cette habitude de dire à ses musiciens écoutez, c'est très simple, et au fond d'arriver en quelques mots, en quelques explications, à rendre les choses difficiles, à les rendre simples et faciles à jouer. Et je crois que c'est un talent extraordinaire qui n'est pas propre à Pierre Boulez, il est le propre des grands pédagogues, des grands passeurs, de pouvoir rendre simples les choses compliquées et de donner envie d'aller plus loin, tout simplement. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir ensemble. Deuxième invité à vos côtés, une personne que vous connaissez bien, Marc-Olivier Dupin, c'est René Martin. Bonsoir. Bonsoir. Alors René Martin, vous êtes le fondateur et le directeur du CREA. Le CREA, c'est le Centre de réalisation et d'études artistiques. Il est basé à Nantes. Depuis le début des années 80, René Martin, vous avez créé ou pris la direction de nombreux festivals de musique. Il est impossible de les citer tous ce soir. Citons notamment le Festival international de piano de la Roque d'Enterron et bien sûr la Folle Journée de Nantes que vous avez créée en 1995 et dont le succès, après 17 ans d'existence, ne cesse de croître. En 1995, j'ai noté que vous aviez enregistré 23 000 entrées pour ces 5 jours de festival. Et lors de la dernière Folle Journée de Nantes, je crois que près de 140 000 billets ont été délivrés pour 280 concerts à peu près. C'est ça, oui. Voilà. Et puis, on le verra plus tard dans l'émission, ce label
Il se développe également à l'étranger. Vous nous en parlerez plus longuement. Alors, abordons tout de suite, pour commencer cette émission, un thème qui, je pense, vous est cher à tous les deux, j'en suis sûre. C'est le thème de l'éducation musicale. Marc-Olivier Dupin, la première partie de votre livre est intitulée « La République des sourds ». C'est assez parlant. Vous écrivez dès la première page, à mon sens, l'éducation nationale et les écoles de musique contribuent bien trop peu au développement du goût pour la musique du plus grand nombre. Notre éducation musicale est sinistrée. Alors, j'ai envie de vous demander d'emblée pourquoi une telle affirmation, même s'il vous faut tout un ouvrage pour nous l'expliquer en détail. Je crois qu'effectivement, quand on connaît la vie musicale dans d'autres pays d'Europe, on peut considérer en effet que nous sommes assez handicapés dans le système d'éducation musicale. Ça peut paraître surprenant parce qu'il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'argent aussi. La France dépense beaucoup d'argent pour l'enseignement musical, aussi bien à travers, bien sûr, l'État et les différentes collectivités territoriales, et bien sûr les communes qui contribuent par leur école de musique souvent à consacrer beaucoup de moyens à l'éducation musicale. Mais je crois que les raisons sont plus profondes. Au-delà des moyens, je crois que les raisons sont historiques, pour partie. C'est-à-dire que nous n'avons pas, au fond, la France s'est coupée historiquement de ses racines musicales, avec notamment le folklore d'une part et la religion d'autre part. C'est-à-dire que, quand je dis ça, je n'ai aucune nostalgie par rapport à l'ancien régime de notre pays, mais il faut savoir que Michelet, par exemple, le dit de façon extrêmement intéressante, qu'au moment de l'unification de la République, un certain nombre de cultures locales ont disparu au profit d'une certaine culture nationale, entre guillemets, même si on ne sait pas très bien comment le dire sur plan musical. Donc je crois que ça, c'est, si vous voulez, la perte de notre folklore local est quand même, je crois, profonde. Alors que certains pays, vous l'écrivez comme la Hongrie, je pense qu'il y a, si vous voulez, si vous prenez les pays scandinaves, il y a une très forte vitalité de la pratique du chant sur tout le folklore, qui est un folklore d'ailleurs très ancien. Et on peut considérer qu'il y a une filiation extrêmement lointaine qui perdure dans ces pays scandinaves, qui ont gardé donc cette chose toute simple de chanter en famille, ce qui est une chose qui s'est perdue en France, en particulier. La transmission par le lien, finalement. La transmission, oui, millénaire. Oui. Je pense par exemple dans la culture maori, dans la tradition maori, il y avait encore la mémoire des généalogies très fortes qui se faisaient, et c'est étonnant, par tout un système de ficelles, de jeux. Ça n'a rien avec la musique, ce que je vous raconte, pardon, mais c'est des choses qui sont frappantes de voir comment les transmissions vont d'une génération à l'autre par des procédés, des processus extrêmement étonnants. En tout cas, pour le chant folklorique français, on peut considérer vraiment que les choses se sont perdues essentiellement au moment de la Révolution. Et autre point de fragilité qui est apparu au moment de la Révolution française, c'est que, on le sait, les maîtrises ont été interdites pendant longtemps. Et les maîtrises avaient aussi, elles aussi, une autre tradition qui était savante, celle-là, même si le folklore a pénétré la musique savante, et fort heureusement. Mais en tout cas, les musiques savantes d'église se sont perdues pendant un long moment, parce qu'on peut considérer qu'il y a eu pendant une trentaine d'années une coupure dans la tradition chorale française des maîtrises. D'ailleurs, le Conservatoire de Paris, j'espère ne pas me faire vilipender ici, mais le Conservatoire de Paris a récupéré l'argent d'un certain nombre de maîtrises pour construire ses enseignements. Il y a des textes, d'ailleurs, très forts et très manifestes dans ce sens-là. Il y avait alors une interdiction de chorale. Il y avait une interdiction de chorale et il y avait une récupération des moyens financiers aussi pour orienter la production musicale et la pédagogie musicale dans une autre direction.
Alors, ce sont des accidents de l'histoire qui ont donné lieu à d'autres choses formidables. Je pense notamment à toute la musique qui est en lien avec le Conservatoire de Paris, c'est-à-dire la tradition d'instruments à vent, une certaine idée de la composition, une certaine idée de la musique savante. Ce sont des choses très belles, très fortes, qui sont en partie issues de ces mouvements-là. Mais sur un point, moi, qui me tient très à cœur, c'est la pratique vocale et chorale. Je considère qu'on a eu effectivement un parcours beaucoup plus accidenté que nos voisins étrangers. Alors, autre donnée historique à laquelle vous faites allusion dans votre ouvrage, et beaucoup plus récente cette fois-ci, c'est cette sorte d'autisme dont vous parlez, c'est vous qui écrivez le mot, de l'éducation nationale et de la culture, et ce manque de concertation qui finalement pénalise les élèves, ceux qui veulent étudier. Alors je crois qu'effectivement, il y a eu un effet pervers à la création du ministère de la Culture, c'est-à-dire que l'éducation nationale n'a plus été formellement aussi directement en charge des enseignements artistiques. Et donc, d'une certaine façon, l'enseignement de la musique dans l'éducation nationale s'en est trouvé paradoxalement assez affaibli. Je voudrais rappeler, quand j'ai écrit ce petit livre qui n'est pas un livre de musicologue ou d'historien, je tiens à le dire, mais j'ai découvert un certain nombre de choses, et notamment, par exemple, quand vous lisez les écrits de Condorcet, les mémoires sur l'instruction publique de Condorcet, on trouve des choses étonnantes sur l'importance de la pratique chorale. Ce sont des thèmes très platoniciens, c'est-à-dire que Condorcet considère que de faire chanter des enfants et des adolescents est un moyen non seulement, bien sûr, de les faire pratiquer la musique, mais aussi c'est un moyen de construire l'écoute de l'autre, de trouver un équilibre social, un jeu de pluriel, si vous voulez, qui fait que c'est un élément très important de la formation du jeune adulte. Une intégration au groupe, oui, finalement. Et ce sont des textes magnifiques, ces mémoires sur l'instruction publique de Condorcet, qui sont d'une grande générosité et qui rejoignent des préoccupations qu'on peut avoir aussi bien au Bernardin que dans les grandes institutions d'enseignement de la musique. Et je crois d'ailleurs qu'en 2000, vous aviez proposé à Jacques Lang la mise en place de chartes départementales du développement de la pratique chorale. Dans ce... Oui, alors quand j'ai travaillé, j'ai eu le privilège de travailler pendant 2 ans à l'Éducation nationale, qui est un ministère que j'ai vraiment aimé dans sa force de son idéal, dans cette notion de service public et évidemment de l'éducation pour tous. Et je dois dire que en travaillant avec les différents responsables d'éducation nationale, il m'a semblé important de développer ces chartes qui sont un principe très simple, c'est que au fond, dans les régions, vous avez souvent des acteurs de grandes compétences, mais qui travaillent de façon isolée. Donc mon idée a été toute simple, c'était de rassembler autour des inspecteurs d'académie, de rassembler les différents acteurs de l'éducation nationale, mais pas seulement, aussi bien les responsables de conservatoires, les associations, les JMF, enfin tous les acteurs de chaque département autour de l'inspecteur d'académie pour construire une stratégie qui comportait aussi bien des plans de formation pour les instituteurs, pour les professeurs des écoles, qui comportait un volet création, un volet aussi de diffusion, d'enregistrement, de concerts, etc. Des choses très concrètes. Et je dois dire que j'étais très agréablement surpris de la réponse des départements qui s'est engagée très fortement dans cette notion de partage qui existe dans certains endroits. Ce que fait René Martin à Nantes et dans d'autres endroits est exemplaire d'élan de partage, mais il faut le dire, il y a des endroits en France où cette notion de partage et d'union des forces pédagogiques et artistiques est moins présente. Donc, dans le cadre de ces chartes, on a pu mettre en place vraiment des projets de formation chorale vraiment intéressants. Alors justement, René Martin, avant de vous laisser la parole pour nous expliquer ce qui se fait dans le domaine de la transmission chez vous à Nantes, j'aimerais que vous réagissiez à ce que vient de dire Marc-Olivier Dupin. Est-ce que la musique en France est, selon vous, transmise comme elle devrait l'être ? J'ai un autre regard. Oui. Je suis
Sur le terrain, on organise les Folles Journées à Nantes, mais on organise aussi les Folles Journées dans la région des Pays de Loire, dans 10 villes de la région des Pays de Loire. Alors peut-être, vous pouvez un petit peu nous expliquer le principe. Déjà, quand j'ai créé les Folles Journées, pour moi, ma préoccupation numéro 1, c'était justement de pouvoir travailler avec les professeurs de musique, de travailler avec les écoles de musique, de travailler avec les conservatoires. Et dès la première année, j'ai eu, comme Marc-Olivier le disait, j'ai eu de toutes les grandes institutions un vif intérêt. Et donc j'en ai profité donc, pour pouvoir engager vraiment un travail qui aujourd'hui porte des fruits et tout à fait exceptionnel. Mais je dirais, c'est vrai qu'au niveau du chant choral, peut-être, si on compare la France par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Angleterre, on n'est pas au même niveau. Mais je pourrais dire que dans d'autres domaines, et aussi grâce au Conservatoire de Paris, par exemple, on a la plus belle école de piano, je pense, aujourd'hui en Europe. On a la plus belle école de violoncelle aujourd'hui. Et quand je vois le travail, moi, qui est réalisé dans toutes les écoles de musique, en région des Pays de Loire, par exemple, une ville comme Cholet, c'est 40 000 habitants, vous avez une école de musique avec 1500 élèves. À La Roche-sur-Yon, vous avez une école de musique avec 1200 élèves. Le travail que font les professeurs, le souci qu'ils apportent. Alors, il y a des classes de chant choral aujourd'hui, mais il y a aussi des classes d'orchestre où tout d'un coup, vous voyez, je sais pas, des orchestres philharmoniques de 80 jeunes musiciens qui montent un concerto de Brahms, qui montent des grandes symphonies. Je trouve que là, aujourd'hui, on n'a plus à rougir et plus à se dire il ne se passe pas de choses. Enfin, il y a des choses quand même qui sont formidables. Je crois d'ailleurs dans votre action qu'il faut différencier ce qui se passe lors de la Folle Journée de Nantes et le travail qui est fait également au CREA, par le CREA, pas seulement à Nantes. Hein. Qu'est-ce que fait justement le CREA ailleurs Mais vous parlez au niveau de la France ? Au niveau de la France, oui. Alors, c'est vrai qu'on a une action, on travaille beaucoup avec les écoles de musique, avec beaucoup de chorales amateurs, beaucoup d'ensembles aussi de musique de chambre. On travaille énormément aussi avec, pour des publics un peu défavorisés. On a beaucoup d'actions à Nantes, vous avez un centre de détention. Depuis presque 10 ans, on a une opération qui est formidable auprès de ce centre. Maintenant, nous sommes dans les maisons d'arrêt de Nantes, de Laval, de Mans, les maisons d'arrêt de La Roche-sur-Yon, de beaucoup de... nous sommes dans des quartiers dits difficiles, mais depuis maintenant 5 ans, nous avons des ateliers de transcription avec des jeunes qui... Je m'étais aperçu que dans les maisons de quartier, vous avez dans la maison de quartier, ce sont en fin de compte des lieux de répétition pour des groupes de rock, des groupes de rap, des groupes de musique actuelle. Et je me suis dit, mais ce serait intéressant de pouvoir travailler avec eux. Mais comme ça se passe parfois dans ces musiques actuelles, on écoute de la musique classique, on fait des transcriptions pour des lutheries modernes. Et donc on a créé des vrais ateliers de transcription avec des élèves, avec des professeurs brillants. Par exemple, pendant 5 ans, j'ai eu un jeune pianiste français, Jean-Frédéric Neuberger. Jean-Frédéric Neuberger avait l'âge des jeunes qui jouaient dans ces groupes de rock. Mais Jean-Frédéric est aujourd'hui professeur de la classe d'accompagnement du Conservatoire de Paris. C'est l'une des classes les plus prestigieuses du Conservatoire de Paris. C'est la classe que Messiaen a eue à 28 ans et lui, il l'a eue à 22 ans. Donc vous voyez, on n'amenait pas non plus dans les maisons de quartier n'importe qui. Et le travail qu'a fait Jean-Frédéric était exceptionnel. Et aujourd'hui, Jean-Frédéric a moins de temps, mais il vient de temps en temps encore dans toutes ces maisons de quartier. Et nous avons un jeune pianiste qui s'appelle Alphonse Semin, qui a créé un ensemble de musique du XXe siècle qui s'appelle Le Balcon, qui est aussi, à 22-23 ans, un musicien exceptionnel. Donc vous voyez, quand on travaille sur le voyage d'hiver, par exemple de Schubert avec les rappeurs, il faut un travail sur les textes, sur les poèmes de Müller, il faut un travail sur la musique. Alors forcément, ils l'utilisent d'une autre façon, mais ils écoutent le voyage d'hiver, je dirais, en boucle pendant 3 mois. Et puis ensuite, et aujourd'hui, maintenant, le Conservatoire de Nantes a accepté que tous ces jeunes musiciens puissent aller sous la forme un peu de masterclass. C'est-à-dire, j'ai réussi à décider le Conservatoire que un guitariste qui avait très peu de notions de l'instrument puisse venir le samedi suivre des cours, les groupes de percussion. Et là, j'ai toutes les institutions qui nous suivent. Et donc, là, il y a quand même... On est vraiment dans l'action et je pense que Marc-Olivier Dupin va vous rejoindre sur ce point-là. On n'est pas dans une forme de passivité. Il y a vraiment une demande de réponse face à ce qu'on vient transmettre.
et d'action. Il faut faire aussi. On Oui. ne vient pas juste là pour écouter de la musique. Non, Hein? non. C'est vrai que pour toucher tous ces publics, il faut aller vers eux. Il ne faut pas aller vers eux en leur disant, écoutez, comment vous ne connaissez pas Schubert, Voilà. comment vous ne connaissez pas Beethoven, mais vous devriez. Non, pas du tout ça. C'est-à-dire leur donner des clés pour comprendre les œuvres. Parce que c'est vrai qu'au fond, ce que disait Boulez est vrai. Écouter, c'est simple. C'est vrai qu'une symphonie de Beethoven, même une sonate pour piano, c'est simple, mais il faut prendre le temps de l'écouter. Et donc, c'est un peu le travail que nous faisons, nous, mais dans un autre domaine que celui de l'éducation nationale. Alors, René Martin, vous avez tout loisir de rencontrer des interprètes à l'étranger. Vous les voyez travailler à l'étranger, vous les contactez. Y a-t-il, selon vous, une spécificité de la transmission musicale en France? Est-ce qu'on transmet différemment la musique dans notre pays? Je ne sais pas. Vous savez, un jeune musicien, qui arrive à un certain niveau, il recherche les grands professeurs. Au Conservatoire de Paris, vous avez des très grands pédagogues. Vous en avez des très bons aussi à Berlin, vous en avez en Espagne, vous en avez au Conservatoire de Toho à Tokyo. C'est vrai qu'on recherche, et puis on cherche des affinités aussi. Donc, il n'y a pas des accents mis sur certains modes de transmission? Je crois que René a raison dans le sens où aujourd'hui, l'enseignement supérieur et professionnel se rejoint beaucoup en Europe et en Asie, aux États-Unis. Dans les grandes institutions internationales, finalement, on a sensiblement les mêmes formes d'enseignement, et on a aussi, bien sûr, une grande mobilité des étudiants, ce qui est relativement nouveau et qui est formidable. Donc, je crois que les différences sont plus, finalement, au niveau des débuts à la musique. Et je crois que là on a probablement beaucoup plus de différences. Oui, justement, je vous laisse continuer sur cette importance des débuts de l'enfance, finalement, et de cette transmission dès l'enfance. Vous insistez là-dessus dans votre ouvrage. Oui, je crois que, au fond, ce qui nous anime, et je parle sous le contrôle de René, je crois qu'au fond, fondamentalement, c'est la question du partage qui nous intéresse. C'est pas tellement la question de savoir si on forme des amateurs ou des professionnels. C'est pas la première des choses dans la vie d'un pédagogue. Et je crois que c'est cette question du partage. C'est si on peut dire, de former des mélomanes, tout simplement. Alors, est-ce qu'on forme des mélomanes? Ça, c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir partager, de donner les clés, comme disait René, c'est un mot que j'utilise très souvent aussi, pour pouvoir permettre à des publics d'avoir cette chance de l'émotion et de la rencontre intellectuelle et sensible avec des œuvres. Donc, je crois que les enjeux, ils sont là. Or aujourd'hui, si vous voulez, dans l'enseignement des enfants, en France, ça se passe très très bien. Je pense à l'école maternelle, où les enfants chantent énormément, comme ils dessinent beaucoup. Il y a ce rapport très direct à l'émotion, en chantant des comptines, en chantant toutes sortes de choses. Avec la présence d'intervenants. La présence, oui ou non, parce qu'il y a parfois des professeurs des écoles qui ont ce sens-là et qui ne sont pas inhibés, qui sont heureux de partager tout ce répertoire de chansons et de comptines. Les choses deviennent plus compliquées à partir du primaire et encore plus compliquées au collège. Ma position, qui est certes le fruit d'une expérience, mais qui a sa part de subjectivité, je l'avoue, je crois qu'aujourd'hui, dans cette société de l'information, des médias, où vraiment tous les enfants, ou quasiment, ont un accès à la télévision, Internet, je crois qu'aujourd'hui, au fond, la proposition qu'on doit leur faire, c'est surtout d'être dans l'action, c'est-à-dire d'être acteurs eux-mêmes. L'exemple que prenait René sur des rockers, rappeurs qui travaillaient sur du Schubert, pour moi, c'est exemplaire, et c'est des projets que j'ai réalisés sous mille autres formes aussi, c'est-à-dire, au fond, de mettre l'enfant ou l'adolescent dans la position de l'acteur, de chanter, de pouvoir se produire, de pouvoir travailler. Alors, bien sûr, avec des professionnels. Comme je vous le racontais tout à l'heure, j'ai eu la chance, quand j'étais directeur de l'Orchestre national d'Île-de-France, de faire des projets avec une quarantaine de classes d'Île-de-France, des classes de collège, sur un projet consacré au répertoire de Broadway,
où ces 1500 adolescents ont pu travailler pendant quelques mois avec des chefs de chœur, avec des intervenants, avec des pianistes, accompagnateurs, et finalement avec un orchestre professionnel pour donner au Zénith un spectacle vraiment très, très professionnel, puisqu'il y avait un très grand chef qui est David Lévy, Patricia Petitbon, une chanteuse qui est maintenant une star et qui était absolument ravie de s'impliquer dans ce type de projet. On a fait ce projet au Zénith qui a été une expérience inoubliable pour ces adolescents qui ont vu non seulement le travail se construire au fil des mois, mais aussi au Zénith de voir comment on faisait un éclairage, comment on faisait on sonorisait 1400 chanteurs, comment on faisait du catering pour 1500 personnes, comment les régisseurs travaillaient. Ils ont vu l'exigence de l'envers du décor, le spectacle, comment ça se construit, comment ça se fait. Et je crois que ce sont des expériences inoubliables, d'autant plus que quand, sur un spectacle comme ça, dans les collèges, les professeurs de musique ont travaillé avec des professeurs d'anglais. Et ça, ce sont évidemment des transversalités qui sont très, très fécondes. Donc je crois beaucoup à cette notion de pédagogie de projet, et je crois que on a vraiment intérêt à développer ces situations où l'enfant est acteur, à la fois très modestement, parce qu'il ne s'agit pas de se dire c'est pas l'Eurovision, la Starac ou l'Opéra de Paris, mais ce sont des situations où on est acteur et on fait des belles choses avec un encadrement très professionnel. Et est-ce que c'est possible de continuer à le faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une volonté politique pour que ce type de projet se mette en place, d'ailleurs à travers des canaux variés, selon vous? Alors, je crois que la difficulté est la suivante, c'est qu'il y a au fond pas mal d'endroits où il y a des très belles expériences. Et je veux dire, le travail que René fait sur un vaste territoire est une chose exemplaire, qui est évidemment très stimulante pour, je dirais, tous nos concitoyens qui s'intéressent à cette démarche. Mais en même temps, je pense que le gros problème de l'éducation nationale sur la question des enseignements artistiques, c'est la généralisation. C'est-à-dire que on ressent parfois de l'injustice quand on va dans des endroits qui n'ont pas cette chance d'avoir un René Martin et toute sa logistique, toute son expérience, sa compétence et ses collaborateurs. On ressent de l'injustice parfois dans un certain nombre de contextes où effectivement on voit bien que l'éducation nationale, l'État plus généralement, n'arrive pas au fond, à donner cette égalité d'accès à ses enfants. Et ça, je pense, c'est une lutte qui est évidemment éternelle, mais sur laquelle il faut garder une très forte... Ces moyens financiers et cet élan aussi, parce qu'à travers, par exemple, des expériences dont on a pu avoir connaissance dans la presse, en Amérique latine, par exemple, on sent que même sans énormément d'argent, il y a aussi des élans très forts qui mènent les enfants vers la musique. Je ne sais pas qui veut... Oui, là, vous parlez de El Sistema, là. Oui, par exemple, entre autres. Oui. Mais parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a une idée absolument incroyable et qui a fédéré aussi autour de lui des équipes incroyables, et donc le miracle se produit. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je regarde, vous avez des DRAC, des directions régionales d'affaires culturelles. Si je prends l'exemple de la DRAC de Nantes, je veux dire, on n'a aucune aide pour tout ce qu'on fait dans les quartiers. Absolument pas. On n'a même pas... Oui, les finances viennent pour vous de la ville de Nantes, de la région de Nantes, et puis on donne beaucoup aussi de notre temps, parce que pour moi, ça fait partie aussi de ma mission. On doit être sur le terrain. Pour moi, le vrai problème de la musique classique, c'est que c'est une chance de la rencontrer. Et le problème, c'est qu'on a très peu de chances de la rencontrer. Regardez, vous allumez une radio, à part avoir des chaînes spécialisées comme France Musique, des stations. Mais autrement, c'est très difficile de rencontrer Schubert, de rencontrer Chopin ou Beethoven. Donc quand on a cette chance, tout d'un coup, c'est des portes qui s'ouvrent. Lors d'une des dernières éditions de La Folle Journée, je ne sais pas si tu te souviens de ce dîner où Barbara Hendricks a dit une chose formidable. Elle a dit « il faut oser aller au concert ».
Pousser la porte. Il faut oser aller au concert. Et ça, je trouve ça formidable parce que effectivement, il y a aussi beaucoup d'inhibitions. Il y a des questions de coût. On sait bien que les politiques tarifaires en France du concert les tarifs sont très élevés, sauf effectivement la folle journée. Il y a un certain nombre d'autres exemples de structures très, très engagées sur cette question-là. Mais c'est vrai que il faut aider les publics à aller au concert, à sauter des barrières, parce que les rituels aussi sont très conservateurs. Et on peut être complexé aussi, on peut se dire finalement je n'y connais rien, je ne suis pas légitime, je n'ai pas été éduqué, on ne m'a pas transmis. C'était ma priorité quand j'ai créé les Folles Journées, c'était vraiment de faire tomber les barrières qu'on installe soi-même. On a toujours peur d'un concert classique, on pense qu'on ne va pas savoir où applaudir. Alors c'est vrai que vous avez des gens aussi extrêmement sérieux qui vous montrent bien que si vous applaudissez entre un mouvement, c'est pas indiqué. Alors comment vous y êtes-vous pris finalement pour que ça change, que cette approche-là change ? Mais en fin de compte, l'idée m'est venue, j'assistais parce que j'écoute du jazz, j'écoute du rock, et puis moi je vis aujourd'hui, donc si je veux faire venir des jeunes au concert, je vais écouter ce qu'ils écoutent. Et je veux voir qu'est-ce qui se passe dans notre région. Et donc j'étais allé écouter un concert de U2 dans le stade de la Beaujoire. J'étais avec mes enfants et là j'ai vu 35 000 jeunes qui écoutaient de la musique qui était extrêmement bien composée, bien faite. Et je me suis dit, mais quel dommage, ces jeunes ne viennent pas à la Roque d'Enterron, ne viennent pas à la Grange de Malais, ne viennent pas à l'Abbaye de Fontevraud. C'est des lieux où on a des festivals. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve des idées pour pouvoir créer des passerelles. Parce que si on écoute U2, on est capable d'écouter le Sacre du printemps de Stravinsky. Peut-être plus facilement qu'une symphonie de Haydn. Et aujourd'hui, votre public, c'est aussi un public de jeunes ? Oui, dès la première année, on a fait une petite enquête pour savoir qui était venu à la Folle Journée. Ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais quand même 12% de jeunes entre 18 et 23, 24 ans. C'est-à-dire les jeunes qui, je ne sais pas s'ils étaient au concert de U2, mais qui était le profil des jeunes qui écoutaient le concert de U2. Mais comme Marc-Olivier l'a dit aussi, je voulais garder cette notion de fête, parce que la fête, c'est un mot extrêmement important. Quand on veut partager une émotion, partager de la musique, c'est la fête. Donc, je ne voulais pas imiter le concert de rock, parce que vous avez des gens qui imitent les concerts de rock dans le classique. On fait venir 3 grands ténors, on fait venir un grand orchestre, on fait venir un très grand chef, tout d'un coup on sonorise, et là on fait un concert, on vous dit après, vous avez vu, on a rassemblé 40 000 personnes, ça y est, la musique, c'est la démocratie de la musique classique. Pour moi, ce n'est pas vrai du tout. Parce que c'est un coup médiatique, tout le monde partage des émotions, mais je ne voulais pas faire ça. Moi, je voulais respecter exactement ce qu'est le concert traditionnel. C'est-à-dire, on rentre dans une salle, il y a une qualité de silence, il y a une qualité aussi d'interprète. C'est pas sonorisé. De l'excellence, finalement, voilà, dans de la l'excellence. musique. Et l'interprète, d'ailleurs, a une relation directe avec l'auditeur. Pour moi, c'est dans le domaine du sacré. Je voulais absolument préserver ça. Alors, justement, vous avez notamment, je crois, proposé des concerts de 45 minutes. Alors, je me suis dit, si je veux faire venir un nouveau public, si je lui demande de s'asseoir, j'arrive déjà à le décider de venir. Et je lui demande d'écouter, je ne sais pas, les 2 dernières sonates de Beethoven ou les 3 dernières sonates de Beethoven. Je lui demande de s'asseoir pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, il va me dire, mais c'est pas pour moi. Donc j'aurais raté complètement ce que je souhaitais réaliser. Donc je me suis dit, il faut que je fasse des concerts assez courts, 45-50 minutes, avec des œuvres intégrales. C'est pas du Reder Digest, je ne prends pas le premier mouvement de telle sonate, le deuxième mouvement d'une autre sonate. Je prends les programmes sont extrêmement bien élaborés, c'est-à-dire pour moi ça me demande un travail fou. Il y a 800 concerts, les œuvres sont choisies, je sais pourquoi je les programme le matin, l'après-midi, le soir, je sais quel interprète va pouvoir défendre ses œuvres d'une façon la plus belle. Et là, j'ai commencé tout d'un coup à arriver sur un territoire où je me disais, je vais pouvoir toucher ces nouveaux publics. Et le prix, la barrière du prix était pour moi fondamentale. La première Folle Journée, le prix moyen d'une place de concert, ce n'était pas les euros, mais c'était autour de 3-4 euros. Moi, je souhaitais que des familles entières viennent au concert. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi et tout d'un coup, le dîner, le dimanche soir, on parle de musique et on a aimé ça, ou j'ai pas aimé, et ça a marché. Voilà. Alors, ce que disait René est aussi vrai pour les enseignants. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr, pour que la transmission se fasse dans les meilleures conditions, que
les artistes soient de première qualité et soient, sur tous les plans de la sensibilité, de la technique, soient capables de transmettre. Mais dans le système dans lequel nous sommes, le système éducatif, on a besoin de professeurs qui sont formés. Alors, il y a eu des progrès extraordinaires dans le réseau des conservatoires, puisqu'il y a eu des formations, il y a eu... La France était assez en retard il y a encore 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de formation des enseignants. C'est une chose qui s'est vraiment énormément améliorée aujourd'hui, puisqu'il y a ce qu'on appelle des formations diplômantes, c'est-à-dire qu'un enseignant apprend à enseigner véritablement et il est évalué pour savoir tout simplement s'il peut exercer comme enseignant ou pas. Donc ça a été, je dirais, un progrès très grand. En revanche, dans le cadre de l'éducation nationale, on a malheureusement des formations qui sont beaucoup trop faibles. C'est-à-dire qu'un instituteur, un professeur des écoles, n'avait encore, il y a quelques années, que quelques heures dans toute sa formation pour se former sur le plan musical. Alors, c'était évidemment impossible de demander à un instituteur qui n'a pas de connaissances préalables, de pouvoir enseigner à chanter ou diriger un petit chœur avec sa classe. Donc, je crois que là, on a un immense travail, si vous voulez, c'est que dans ces questions au fond, d'évolution d'une société, puisqu'au fond c'est un peu ça qu'on cherche, je crois qu'il faut vraiment travailler à tous les étages de la pyramide. C'est-à-dire qu'il faut travailler bien sûr très directement avec les enfants, mais il faut aussi travailler à la formation des enseignants, il faut travailler sur la question des répertoires, parce que c'est très difficile de trouver des répertoires faciles. Vous pouvez trouver plein de choses très compliquées à faire jouer ou chanter, ça vous allez chez n'importe quel éditeur de musique. En revanche, la question des répertoires, elle est tout à fait importante. Donc, sur toutes ces questions-là, effectivement, les enseignements artistiques dans l'éducation nationale ne sont pas assez soutenus à mes yeux. Et je dois dire que, au fond, tous les gouvernements s'y sont cassés les dents depuis des décennies, de droite ou de gauche. Alors, il y a toujours eu une volonté affirmée, de droite ou de gauche, mais dans la réalité des faits, si vous regardez vraiment ce qu'est aujourd'hui la formation d'un enseignant dans l'éducation nationale sur le plan musical, c'est extrêmement mince. Et je dirais que aussi, un des défauts de la formation des enseignants en France, c'est que l'enseignement de la musique est beaucoup trop théorique. C'est-à-dire que la musicologie est tout à fait respectable, mais quand vous vous trouvez devant une classe d'enfants, d'adolescents qui ont envie de chahuter, qui ont envie de faire exploser leur énergie, la connaissance de Guillaume de Machaut vous apporte pas grand-chose. Donc, c'est aussi un des vrais sujets, c'est de savoir comment peut-on former des enseignants à des pratiques et pas seulement à une connaissance scientifique de la musique, qui finalement est pas la plus performante qu'on vous trouvez dans un certain nombre de contextes. Aptitude des enseignants, mais également aptitude des interprètes. Avez-vous constaté, René Martin notamment, que les interprètes eux-mêmes, durant toutes ces années, ont appris à mieux faire passer leur savoir à travers justement ces formes de concerts un petit peu nouvelles tout de même que vous avez proposées? Oui. Tous les interprètes de toutes les générations acceptent le principe des folles journées. Aujourd'hui, d'accord, oui. Ils acceptent de jouer. Avant les folles journées, ça n'existait pas. Par exemple, oui. Régis Pasquier, il peut jouer à 9h15 en sonate, piano et violon. Il peut jouer un concerto le midi. Il peut jouer un quintet l'après-midi. Donc, ils ont tous accepté. Mais je dirais, il y a quand même aujourd'hui une volonté et chez les jeunes musiciens aussi beaucoup d'expliquer. Par exemple, à Tokyo, on a une folle journée, on organise presque 300 masterclass pendant les 5 jours. Et des jeunes musiciens qui ont 22, 23 ans, et ils acceptent de donner leur interprétation de telle œuvre à partir d'élèves qui ont parfois 3 ou 4 ans de moins qu'eux. On sent vraiment aujourd'hui ce besoin d'expliquer, de transmettre. Avec les difficultés que ça comporte pour des musiciens également. Vendredi, un concert était organisé justement ici au Collège des Bernardins. Les musiciens c'était prévu comme ça, mais étaient parfois interrompus, devaient revenir sur certaines pièces, les rejouer. C'était pas un travail facile pour eux non plus. Et ça s'apprend pas
dans un conservatoire. C'est compliqué, si vous voulez. C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées au Conservatoire de Paris, et y compris d'ailleurs avec l'Association européenne des conservatoires. C'est jusqu'à quel point un musicien doit-il savoir parler. Alors évidemment, d'un musicien, la première chose qu'on attend, c'est de bien jouer, de bien composer, de bien chanter, de bien diriger. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, je crois que c'est de plus en plus important d'avoir des musiciens qui soient capables justement de donner des clés d'écoute, des clés de rencontre avec les œuvres. Alors ça peut pas être une obligation, parce que vous avez de tout temps eu des musiciens sublimes qui n'étaient pas des bavards. Et je pense qu'il ne faut pas que ça soit un critère de sélection et de rejet de musiciens de grand talent. Mais c'est vrai que c'est important d'inciter ceux qui ont des dispositions pour le faire à parler, à expliquer, de dire quelques phrases, parfois 2-3 phrases avant d'entendre une œuvre nouvelle, ouvre des merveilles de compréhension et d'accès à la sensibilité. Donc, je crois qu'effectivement, de plus en plus de musiciens, de jeunes musiciens, sont dans cette dynamique-là. Et j'ai l'impression, à vous entendre tous les deux, que finalement, que vous soyez en maison d'arrêt, dans une banlieue ou dans une grande salle de concert parisienne, votre exigence reste la même. Et que c'est pour ça que ça marche. Est-ce qu'on conçoit différemment? Est-ce que vous, René Martin, quand vous savez que le programme sera joué en maison d'arrêt, votre approche, par exemple, du programme est différente ou... Non. Mais je crois que, pour dire les choses autrement, cette question d'exigence, elle est très importante à tous les niveaux. Un débutant en musique peut quasiment, dès ses premiers mois de pratique, chanter un choral de Bach. Et pour moi, chanter un choral de Bach, c'est un accès au chef-d'œuvre. Et un accès au chef-d'œuvre, c'est, à mon avis, la seule façon, la force du chef-d'œuvre est la seule façon, au fond, de donner envie, de créer du désir pour les enfants, pour les adolescents. Et je crois qu'il y a beaucoup de détours dans la pédagogie musicale qui sont inutiles. Et parfois, je vais être très provocateur, mais je pense que le solfège fait écran. C'est-à-dire que c'est parfois plus stimulant de chanter un choral de Bach ou d'autres choses, une polyphonie de la Renaissance. Il y a des répertoires qui sont accessibles. De tirer vers le haut des enfants ou des ados qui n'auraient pas... ça ne va pas de soi. Hein, l'art occidental n'est pas une chose qui va de soi. Donc je pense que c'est parfois beaucoup plus important de prendre les gens par l'émotion du chef-d'œuvre que de les lasser par des exercices rhétoriques qui sont très utiles pour les futurs professionnels, mais tout à fait inutiles pour, au fond, d'autres chemins. Oui. René Martin, il y a aussi un autre élément, c'est la diffusion. Après ces concerts, justement, je crois que vous proposez au public de repartir éventuellement avec un CD du concert qu'ils viennent d'écouter ou une clé USB. Et c'est moins cher aussi qu'ailleurs d'acheter ce genre d'œuvre. Ça, c'est une chose un peu à part. C'est-à-dire que quand j'ai créé les Folles Journées, vous savez, quand vous avez une manifestation, autour de la manifestation, les gens passent la journée, donc il y a des stands de livres, il y a des stands de disques, et puis je me suis dit... il y a aussi ce qu'on appelle les produits dérivés. Alors, dans beaucoup de manifestations, ce sont des t-shirts, ce sont des casquettes, ce sont des porte-clés, etc. Et moi, je me suis dit, je ne veux pas de produits dérivés comme ça. Donc, j'aimerais, par exemple, que, si c'est la Folle Journée Schubert, qu'il y ait un petit livre, un peu comme les livres de Marc Olivier, sur la vie de Schubert, mais qui est écrit par peut-être le plus grand musicologue qui a écrit chez Fayard 2000 pages sur Schubert. Et j'ai donc demandé à Fayard, ou j'ai demandé à pas mal d'éditeurs s'ils acceptaient, et nous avons coproduit, nous coproduisons toujours ce projet. Et là, vous pouvez venir à la Folle Journée, vous pouvez acheter un livre sur Schubert qui coûte 5-6 €. J'ai fait exactement la même chose dans le disque, parce que dans le disque, quand j'ai créé les premières Folles Journées, je voulais un stand de disque, parce que quand vous venez d'écouter, je ne sais pas, un quintet pour clarinette de Mozart, vous êtes tout d'un coup émerveillé par cette musique, vous vous dites, mais il faut absolument que je rentre chez moi avec le disque. Et je me souviens très bien, c'était la FNAC qui était partenaire, et le premier
je demande comme ça quelle était la sélection de la FNAC. Et la sélection de la FNAC, c'était, je ne sais pas, 300 références, mais presque la moitié de chez Deutsche Grammophon, c'est un disque qui coûtait 3 fois plus cher ou 4 fois plus cher que le prix des places des concerts. Des magnifiques versions. Mais je leur ai dit, mais là, ce n'est pas la philosophie de la Folle Journée. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous ayez 2000 références de Mozart. Et Ungaroton, c'est une firme hongroise, il y a des versions extraordinaires du quintet de Mozart et le disque est vendu 2 €. Donc je veux que tout le monde, que vous ayez toutes ces propositions. Et alors, ça a été, quelque part, je demandais à tous mes partenaires d'avoir l'esprit de la Folle Journée. Et aujourd'hui, on vend, c'est pour ça quand on me dit, il y a une crise du disque, il y a une crise de la fréquentation des concerts, il y a une crise de l'édition musicale, la Folle Journée prouve tout le contraire. On met 140 000 billets en vente, on en vend 139 000. On vend 30 000 compacts disques pendant la Folle Journée. On vend, je ne sais pas, presque 8 000 livres sur la musique. Et si je regarde ce qui se passe dans les autres pays où nous sommes maintenant présents avec la Folle Journée, c'est le même phénomène. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est possible de garder cet esprit, finalement, à l'étranger ? Vous savez, j'ai, après 5 ans de la Folle Journée à Nantes, j'avais beaucoup d'acteurs culturels des pays voisins qui venaient voir ce qui se passait. Et mes meilleurs ambassadeurs, c'était les artistes qui arrivaient, je ne sais pas, dans une salle de concert, qui disaient « mais ce que j'ai vu, c'est incroyable ». Donc ils venaient. Et il y a un grand directeur d'une scène de Lisbonne m'avait demandé si je ne voulais pas venir les aider à monter ce projet. Le lieu était absolument magnifique, donc j'y suis allé et évidemment, pendant 2 ans, j'ai observé la pratique musicale de Lisbonne, la vie musicale. J'ai rencontré toute la vie musicale de Lisbonne. On a créé un projet, l'esprit de la Folle Journée, le concept de la Folle Journée, mais évidemment très portugais. Et ça a été une révolution au Portugal. Maintenant, nous sommes à Bilbao depuis 10 ans. Nous sommes au Japon dans 5 villes, dont vous êtes au Brésil, Tokyo, également. À Rio de Janeiro. Cette année, nous avons commencé à Varsovie. Je prépare en 2012 une Folle Journée à Montréal avec le chef d'orchestre Kent Nagano et l'Orchestre Philharmonique de Montréal. Donc, et à Tokyo, par exemple, le public, la moyenne d'âge de Tokyo, c'est 38 ans, des gens qui viennent à la Folle Journée. À Tokyo, nous avons eu 1 million de personnes cette année. Et avant qu'on crée la Folle Journée, tout le monde disait qu'il y a une vraie crise dans les concerts de musique classique. C'est vrai qu'il y avait une crise. Mais le prix des places était, je ne sais pas, 100 €, 150 €, 200 €. Donc il y avait un public qui était complètement écarté. Et le public des familles, le public des jeunes enfants. On a des ateliers, par exemple, à Tokyo, pour les jeunes enfants, pour découvrir un violon, découvrir un instrument. Et des ateliers extrêmement sérieux. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai la fondation Yamaha, j'ai la fondation Sony, tout le monde veut être partenaire. Et toutes les grandes institutions musicales, parce que vous avez le Conservatoire de Tokyo, qui est l'équivalent du Conservatoire de Paris. Et là, vous avez maintenant, ça y est, toute la vie musicale qui prise par ça. Et qui, en fin de compte, on donne confiance à tous les acteurs musicaux, parce qu'ils se disent, mais en fin de compte, il y a un vrai public. On ne pensait pas qu'il y avait ce public-là. Mais finalement, on parlait, en préparant cette émission, de musique contemporaine. C'est ce qui devrait, à condition de donner les clés, me disiez-vous, Marc-Olivier Dupin, se passer également pour cette musique contemporaine si difficile d'accès, non ? On ne peut pas dire qu'elle soit difficile. Il faut choisir les bonnes œuvres. Parce que mon rêve, je pense dans les 3 ou 4 prochaines années, on va faire une Folle Journée sur la musique du XXe siècle. Donc je répertorie environ une dizaine de chefs-d'œuvre de 1900, 1901, 1902, mais jusqu'à aujourd'hui. Et je suis, je dirais, étonné de la qualité des œuvres, des chefs-d'œuvre. Je pense qu'avec du recul, on s'apercevra que le XXe siècle a produit autant de chefs-d'œuvre que le XIXe, sinon plus. On a eu Beethoven, on a eu Schubert, mais aujourd'hui, vous avez des œuvres dans le XXe siècle et qui sont extrêmement accessibles. Oui, Marc-Olivier Dupin. J'ai fait l'expérience en Île-de-France, avec l'Orchestre d'Île-de-France, de créer un petit festival itinérant qui s'appelle Île de Découverte. Et j'ai tout de suite pensé qu'il fallait présenter les œuvres, parce qu'on avait un public non initié. Et donc, on a fait la chose suivante, avec les compositeurs vivants. Avec les morts, c'est évidemment beaucoup plus difficile, mais pour les vivants, on a fait des interviews très courtes, de 2-3 minutes avant l'œuvre.
avant l'exécution de l'œuvre. Et ça, c'est une formule qui est d'une simplicité totale et qui est d'une grande efficacité. Parce que le compositeur, d'abord, a un visage, a une passion en général, et a quelques mots, a les mots qu'il faut pour donner quelques fils au spectateur. Et ça, je crois que c'est une chose extrêmement simple, mais qui est fondamentale. Et particulièrement pour les langages complexes d'aujourd'hui et de certaines œuvres du XXe siècle. Donc je crois que cette question de la présence de passeurs est très importante, parce que, encore une fois, on le disait, il y a beaucoup d'inhibitions, il y a beaucoup de barrières imaginaires ou réelles par rapport à l'accès aux œuvres. Et c'est très important d'avoir des passeurs de qualité et qui soient formés d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Orchestre d'Île-de-France, j'avais, avec la Sorbonne, mis en place une formation de médiateur, parce que j'avais réalisé très vite qu'on n'avait pas les bonnes personnes. On avait des gens très savants, mais on n'avait pas toujours des personnes qui savaient parler à un groupe de jeunes, à un groupe de mélomanes avertis, à un groupe d'ados. Et pour chacune de ces catégories, il faut des discours adaptés. On ne peut pas plaquer un discours. Et introduire finalement chaque œuvre de manière spécifique. Ce que je voudrais dire au fond... On a 30 secondes, je vous laisse. Alors, au fond, il y a un point qu'on a en commun avec René, c'est que nous sommes tous les deux des marieurs. C'est-à-dire que de faire se rencontrer, au fond, les institutions, faire rencontrer les artistes et le public. Et je crois qu'au fond, ça, on a besoin de ce type d'approche dans notre société, et je reste personnellement très militant sur cette question-là. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau du Collège des Bernardins pour KTO. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle une date importante, le 18 avril au Bernardin, les 7 dernières paroles du Christ de Haydn avec le quatuor Ludwig et la comédienne Marie-Christine Barrault qui lira entre les mouvements un texte de Michel Serres. Thème de la folle journée de Nantes 2012, c'est je crois la musique russe de 1870 à nos jours. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour entamer notre cycle d'émissions intitulé « Les religions, l'homme et la femme ». Très bonne fin de soirée sur KTO. Bonsoir.